Bon, on va y aller. Donc, je poursuis sur ce qui s'est fait la semaine dernière. Et je poursuis avec la... Enfin, je sais pas, j'ai eu des observations, certains de mes collègues, comme quoi j'étais allé un peu vite la semaine dernière, que j'avais un peu largué, quoi. Donc, je vais reprendre un petit bout, et puis... mais s'il y a des choses qui ne veulent pas, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que l'amphithéâtre est un peu... ouais, il n'est pas très convivial, mais ça n'empêche pas, je veux dire, on se connaît depuis longtemps maintenant, donc... Posez des questions, interrompez. C'est un peu difficile pour moi de savoir ce qui passe et ce qui ne passe pas toujours. En tout cas, je vais reprendre un tout petit peu ce que j'avais raconté la semaine dernière pour qu'on puisse redémarrer dans de bonnes conditions. Hein. Donc à la fin du cours, j'étais allé un tout petit peu vite sur une expérience qui est celle qui était faite par Hensch et ses collègues sur le rôle de la maturation des circuits inhibiteurs. Donc, voilà, les circuits inhibiteurs. Voilà ici des neurones inhibiteurs sur le neurone pyramidal excitateur. On est toujours cette espèce de ce micro-circuit, enfin pas tellement micro, qui est commun à pratiquement toutes les régions du cortex. Donc, la maturation de ces circuits inhibiteurs, donc l'inhibition, si vous voulez, de ce neurone pyramidal, de ces neurones pyramidaux, hein, en fait, puisque une seule cellule de ce type, par valumine, peut aller bloquer plusieurs dizaines de cellules pyramidales. Ce sont des systèmes d'inhibition extraordinairement puissants. Et pour démontrer que c'est l'inhibition qui ouvre la plasticité, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'inhibition, on ne peut pas apprendre, entre guillemets, en tout cas on ne peut pas apprendre la vision binoculaire quand on s'intéresse à cette période critique-là du développement, eh bien, les auteurs avaient utiliser des souris qui sont déficientes en GABA. Et elles sont déficientes en GABA parce qu'elles n'ont pas l'enzyme qui s'appelle la glutamate décarboxylase, qui est l'enzyme qui permet la synthèse du GABA, qui est le neuromédiateur inhibiteur massif du système nerveux principal. Donc, il se trouve qu'il y a deux enzymes qui font du GABA. Il y a une enzyme qu'on appelle la GAD67 et qui est dans les corps cellulaires, alors je vous l'ai remis pour que vous compreniez mieux, qui est dans les corps cellulaires, et puis une qu'on appelle la GAD65 qui est dans les terminaisons. Donc si on supprime la GAD67, on perd 90% de neuromédiateurs inhibiteurs du GABA, et les souris meurent à la naissance, on ne peut pas vivre sans inhibition, comme vous savez. En revanche, si on supprime la GAD65, qui est là, ça fait 10%, la souris se développe bien. Voilà, elle se développe bien. Et vous voyez que là, c'est quand on a retiré la GAD65, vous voyez que chez l'adulte, il y a autant de GABA en noir qu'en blanc, hein, c'est la même chose. Alors, au cours du développement, cette enzyme-là contribue plus à la synthèse du GABA. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre les blancs et les noirs. Mais même chez l'adulte, quand on libère le GABA en stimulant, en dépolarisant les cellules, puis on voit que chez le mutant 65, on perd énormément de libération. C'est-à-dire qu'en fait, ce GABA-là, c'est celui qui est libéré par l'activité. Donc il y a un truc de base qui est 67, et puis il y en a un qui est libéré par l'activité, qui est donc généré par l'enzyme qui est dans les terminaisons. Donc si on fait une suppression de ça, alors si je prends une souris normale, oubliez qu'il y a écrit KO pompe des Z, là, vous voyez, écrivez normal, là, c'est pareil. Si vous prenez une souris normale, vous lui fermez un œil pendant la période critique, c'est-à-dire entre P20 et P40, et vous voyez qu'il y a un shift, c'est-à-dire que les neurones répondent plus à l'œil resté ouvert, ce qu'on appelle en fait un shift de dominance oculaire. Mais si maintenant vous faites le KO de cette enzyme, c'est-à-dire que vous supprimez une partie d'inhibition, et que même quand vous fermez l'œil, vous restez du côté de celui-là, vous perdez la plasticité. D'accord ? Et puis, vous pouvez infuser dans le cortex quelque chose qui va simuler le GABA, faire comme s'il y avait du GABA, faire comme s'il y avait plus de GABA. Et dans ce cas-là, du côté où le système inhibiteur est mis en place à cause du diazépam, c'est une diazépine qui vient se fixer ici et qui va stimuler l'action du GABA résiduel, eh bien dans ce cas-là, vous voyez que vous allez avoir le shift. Voilà, maintenant c'est KO plus le diazépam. Et bang, je récupère la plasticité.
Mais du côté autre, de l'autre côté contralatéral, qui n'est pas du côté infusé, vous voyez que je peux infuser que d'un seul côté. Si je fais ça, il ne se passe rien du tout. Donc ça, c'est une expérience qui est extrêmement intéressante parce qu'elle montre effectivement que la maturation du système inhibiteur qui accompagne la plasticité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plasticité s'il n'y a pas de maturation des systèmes inhibiteurs dans le cortex. Donc je pense que maintenant c'est plus clair, j'espère, parce que la semaine dernière j'ai bien vu qu'il y avait quelques flottements. Hein. Donc maintenant je vais vous reprendre le cours à peu près normalement et on va essayer de réfléchir à quels sont les éléments qui permettent normalement la maturation des systèmes inhibiteurs entre P20 et P40 chez la souris dans le système visuel. Mais bien entendu, il n'y a pas que le système visuel, on en a parlé, il y a toutes les autres régions corticales et qui ne maturent pas forcément, dans lesquelles l'inhibition ne vient pas forcément au même moment. Hein. N'oubliez pas que nous prenons ici la plasticité du système visuel comme modèle de plasticité corticale et de remaniement des réseaux neuronaux au cours du développement, y compris du développement tardif, quand il s'agit du cortex préfrontal ou de noyaux qui sont impliqués dans les comportements entre guillemets psychologiques. Hein. N'oubliez pas que derrière tout ça, il y a l'idée de comprendre la physiologie des maladies mentales. Hein. Voilà. Donc cette affaire de glutamate, d'augmentation de l'inhibition par la maturation de ces neurones inhibiteurs, hein, donc ces gars-là, les trois petits ici en particulier, je reviendrai plus tard sur qui ils sont, eh bien, cette maturation de neuroinhibiteurs, elle est bien provoquée par quelque chose. Et il y a pas mal de molécules qui sont impliquées dans ces maturations. Donc, j'avais commencé une histoire de Brain-Derived Neurotrophic Factor, donc je ne vais pas le répéter, juste les éléments essentiels. Et je vous rappelle que ce BDNF, qui est un des facteurs de croissance de la famille de neurotrophines, qui, vous allez le voir, a un rôle à jouer dans la maturation des systèmes inhibiteurs, eh bien, j'étais parti d'un article de... on va le faire dans le système des somatosensoriels. Hein. Vous vous rappelez, ce système somatosensoriel, il est plastique jusqu'à un certain âge, en fait jusqu'à P7. C'est-à-dire que si je retire une rangée de vibrisses ici, je perds la représentation, mes vibrisses sont des terminaisons nerveuses, je perds leur représentation au niveau du tronc cérébral, au niveau du thalamus, mais aussi au niveau du cortex. Et ça, je la perds si je retire ces vibrisses pendant la période de plasticité. C'est la même chose que de fermer un œil, sauf que là, je cautérise une partie des vibrisses. Donc c'est un autre système de plasticité, il est un petit peu différent, il est intéressant, mais il repose, si vous voulez, sur le même type de circuit. Et ce qui nous intéresse, c'est dans ce système le rôle du BDNF dans la maturation des systèmes inhibiteurs, dont vous voyez ici trois représentants assez importants. Ou quatre, je ne sais pas. Quatre, voilà. Donc, qu'est-ce que le BDNF? On en a parlé la semaine dernière. C'est une neurotrophine, c'est-à-dire un membre de cette famille dont le premier membre est le facteur de croissance lunaire. Et je vous ai raconté l'épopée de Rita Levi-Montalcini et de Stanley Cohen dans la découverte d'abord de l'activité et ensuite la purification de ce facteur par Stanley Cohen à partir des glandes maxillaires, les glandes sous-maxillaires des souris mâles, qui sont donc dérivées en glandes à venin chez les serpents. Donc on a parlé, vous vous rappelez, cette phosphodiestérase. Je vous renverrai au cours, qui de toute façon sera mis sur Internet assez rapidement. Donc, très brièvement, c'est quoi une neurotrophine? Eh bien, ce sont ces deux molécules ici, BDNF, qui se fixent sur un récepteur à tyrosine kinase et qui transduit un signal dont vous voyez ici les éléments essentiels. Je n'ai pas voulu en faire trop. Ce que vous voyez ici, c'est l'expression en mauve de ce facteur de croissance au niveau hybridation in situ, c'est le messager qu'on voit là, et ce messager, à P28, c'est-à-dire au pic de période critique, est exprimé dans l'hippocampe, bien entendu, mais aussi en grande partie dans le cortex. Donc, j'en viens maintenant donc, à l'article sur lequel on avait terminé la dernière fois et qui était un tout petit peu pénible pour tout le monde, j'ai bien eu conscience de ça, l'article de Jiao,
Et là, j'ai arrêté parce que j'ai vu qu'on était aux limites de nos possibilités, et moi, on est des miennes aussi, pour rien vous cacher. Donc, on va repartir tranquillement, et de nouveau, s'il y a quelque chose qui ne va pas, arrêtez-moi. Donc, dans cette diapositive, vous voyez que ce facteur de croissance, le BDNF, qui est donc un suspect intéressant pour les périodes critiques, parce que son action sur la maturation des neurones GABA est connue, hein, et ce qui est aussi connu, c'est que les circuits inhibiteurs, au contraire des excitateurs, présentent une forte maturation postnatale. C'est-à-dire que les systèmes d'excitation se mettent en place en premier, et les neurones inhibiteurs maturent plus tard, en particulier sous l'action du BDNF, donc cette neurotrophine. Alors la transcription du gène qui code pour le BDNF est initiée au niveau de 8 promoteurs. Donc c'est ça qui était un tout petit peu compliqué, 8 promoteurs qui sont numérotés de 1 à 8, comme vous le voyez ici. Et chacun contrôle un exon, c'est-à-dire un morceau du gène codé, c'est un morceau du cDNA, si on fait un peu de la partie transcrite du gène, et fusionne avec l'exon 9, hein, pour toutes les molécules, pour tous les systèmes, c'est toujours le même pré-pro-BDNF qui sera maturé en BNF. Donc il n'y a pas de différence de la molécule finale, mais il y a une différence de la régulation de son expression. Et ça, c'est ça qui est utile dans cette affaire, parce qu'il s'est trouvé que certains promoteurs dirigent une expression de base, c'est-à-dire le BDNF de base, comme il y avait le GAD67 de base tout à l'heure, et puis il y en a qui dirigent l'expression qui est régulée par l'activité. Et en particulier, si vous supprimez cet promoteur 4 ici, vous allez en même temps amoindrir l'activité des promoteurs 1, 2 et 3, et vous allez supprimer tout ce qui est expression régulée par l'activité. Donc vous allez garder le BDNF de base, et quand vous allez stimuler votre système, vous n'aurez pas plus de BDNF, c'est-à-dire que vous n'allez pas entraîner une sécrétion, une synthèse, et évidemment une sécrétion de votre facteur de croissance. Donc on peut supprimer l'exon 4, c'est facile, on le fait sauter, et c'est celui qui est le plus sensible donc, au changement d'activité, y compris évidemment l'activité sensorielle corticale, et on fait donc une souris qui est délétée de cette possibilité de réguler l'expression, la synthèse et la sécrétion du BDNF en fonction de l'activité. Alors, c'est une souris qui est sympa, mais si on veut vraiment regarder les neurones GABAergiques, il faut qu'on puisse les repérer, si on veut les compter par exemple, ou si on veut les patcher avec une électrode, il faut donc voir où ils sont, et donc on croise cette souris avec une souris qui a mis le gène de la GFP, une protéine fluorescente, sous le contrôle de GAD67, qui est une enzyme synthétisant le GABA de base, hein, comme vous le savez maintenant. Et donc on a une double transgénique où on a des neurones GABAergiques qui sont verts et du BDNF qui ne peut pas être régulé par l'activité. Et donc on va voir ce qui se passe au niveau de nos neurones verts. Alors, en gros, c'est ça l'idée de la manip. Bon, c'est un truc extraordinairement classique maintenant dans ces affaires. Donc, dans la souris donc, dans laquelle on a retiré ça, ceux-là aussi sont inactifs pour des raisons que ça tombe bien, mais je ne sais pas très bien pourquoi, à vrai dire. Et il se trouve que le niveau de BDNF total n'est pas modifié dans le cortex. Donc le niveau de BDNF de base n'est pas modifié, c'est comme le niveau de GABA n'était pas modifié, mais ce qui est modifié, c'est le BDNF qui est synthétisé quand on active. Donc, et on va comparer évidemment à une souris qui sera juste GAD67 GFP, c'est-à-dire qu'il y aura exactement la même mutation de la protéine fluorescente dans le gène GAD67, mais qui n'aura, elle, tous ses promoteurs, donc il pourra répondre à l'activation. Voilà. Donc, quand on regarde ça, hein, eh bien, on peut, là vous avez les Tonley, c'est-à-dire les représentations. Alors, ce n'est pas des représentations mythiques, hein, quand on regarde, là je vous l'ai dessiné, mais ce n'est pas du tout mythique. Vous voyez que si vous prenez un anticorps contre un canal glutamatergique qui est sur les fibres thalamiques qui vont innerver les Tonley, vous voyez que là où c'est blanc, c'est là où vous avez l'expression, vous voyez que c'est là où il y a toutes les terminaisons. Donc vous voyez que vous avez
les tonnelets avec les terminaisons qui viennent du thalamus, c'est donc les terminaisons thalamo-corticales. Justement, le système sensoriel vient via un relais thalamique vers le cortex. Vous voyez ici toutes vos petites rangées qui sont de vibrisses, alpha, B, C, D, E, alpha, bêta, gamma, qui représentent ici exactement un seul tonnelet, un poil sur le museau. Hein. Ce ne sont pas des vrais poils, ce sont des terminaisons nerveuses. Hein. C'est comme les poils de drosophile. Et vous pouvez même faire de l'imagerie assez simplement et voir quand vous êtes dans une région intertonnelet et dans un tonnelet simplement par le niveau de fluorescence. Et vous pouvez calculer un delta G, c'est-à-dire la différence entre la fluorescence entre les tonnelets et dans un tonnelet. Hein. Donc, au fond, quand vous ne faites rien, hein, vous avez votre innervation glutamatergique et vos tonnelets sont bien dessinés à droite comme à gauche. Bon, chez le mutant, il y a une petite baisse, vous voyez, une baisse de 60% du delta G, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu moins de fluorescence à ce niveau-là. Et la raison, vous allez la voir, c'est que finalement les souris, même si elles sont mutées, elles se promènent dans une cage, hein, donc elles sentent, elles ont les vibrisses qui touchent les bords du truc et tout, donc ils sont quand même activés. Donc il y a une activation de base qui n'est pas uniquement liée au fait que je vais commencer à les chatouiller moi-même en les tirant très fort, les vibrisses, ou bien retirer un rang de vibrisses. C'est-à-dire qu'il y a une activité de base de la bestiole, et donc ça crée des différences. Donc si vous regardez maintenant dans votre souris normale, hein, et que vous voyez que maintenant vous stimulez véritablement vos vibrisses, vous voyez que ici vous n'avez plus de réponse de libération de BDNF. Là, ça c'est pas le V-glut. Là maintenant c'est le BDNF. Et vous voyez que maintenant, alors qu'ici vous aviez une forte synthèse de BDNF dans vos vibrisses, une accumulation dans vos tonnelets, une forte accumulation du facteur de croissance, eh bien là il ne se passe quasiment plus rien. Donc ça c'est une baisse assez importante, une baisse de plus de 50% dans le mutant, et une diminution qui est importante à la fois du côté ipsilatéral et contralatéral. Il y a ici contralatéral et ipsilatéral. Donc ça c'est dans le sauvage. Hein. Maintenant ici je vais retirer les vibrisses. Je vais regarder, bon c'est pas très gentil mais je retire les vibrisses quand même. Soit je retire un rang, soit je retire tout. Hein. Et à ce moment-là ce que je vois c'est que j'ai une baisse extrêmement forte de la synthèse de mon BDNF. C'est-à-dire qu'effectivement, la synthèse du facteur de transcription, du facteur de croissance, est régulée par l'activité sensorielle. Et maintenant, si je prends un mutant dans lequel j'ai retiré le promoteur qui permet de répondre, au fond, au niveau d'activation, c'est-à-dire que déjà je suis plus bas, et ça, ce que je vous disais, je suis plus bas parce que normalement, ma souris, elle est activée, hein, elle se promène dans la cage, donc déjà j'en ai beaucoup moins. Et du coup, je ne vois plus du tout d'effet des déprivations, qu'elles soient ipsilatérales ou contralatérales. Donc ça vous montre hein, que fondamentalement, vous avez une stimulation, que la stimulation des vibrisses, ou que la présence des vibrisses, eh bien, est responsable de la synthèse et de l'agrégation, de la sécrétion de BDNF, c'est-à-dire de ce facteur de croissance dans votre système. Donc, le rapport excitation, alors, puisque je reviens là-dessus, c'est la dernière fois, mais il faut vous en souvenir, puisque d'après les auteurs et d'après la littérature d'une façon générale, tout repose sur la maturation de l'inhibition, ou plutôt en l'occurrence sur sa non-maturation, ici, on devrait être capable de suivre l'équilibre excitation-inhibition et par une approche pharmacologique d'identifier quels sont les éléments cellulaires qui sont responsables de cette modification. Donc ce rapport excitation-inhibition, il peut être mesuré directement à P30 sur les neurones pyramidaux, hein, qui sont donc... ce que je voulais montrer... Voilà, on peut les mesurer directement sur les neurones pyramidaux en mesurant les conductances inhibitrices et activatrices. Et ça, on voit très rapidement
qu'au niveau de la couche 4, regarde au niveau de la couche 4, car les terminaisons des axones de cellules en panier qui expriment la parvalbumine entourent le somat des cellules pyramidales. Donc, alors, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez une baisse des conductances inhibitrices en rouge, si vous comparez le rouge ici et le rouge là, alors que les activatrices en bleu ne changent pas énormément, même ne changent pas du tout. Donc, ce que vous voyez dans votre mutant, c'est que vous n'avez pas de maturation et donc vous n'avez pas d'augmentation de l'inhibition, donc pas une augmentation du rapport inhibiteur-IE, ou une diminution du rapport EI, alors que chez l'animal normal, eh bien, chez l'adulte en particulier, vous avez une beaucoup plus forte composante inhibitrice. Donc ça, c'est la preuve que quand vous bloquez votre synthèse activité dépendante de votre facteur de croissance, eh bien, vous empêchez la maturation de l'inhibition dans votre système, ce qui, évidemment, est embêtant sur le plan de la capacité d'ouverture de la période critique à ce niveau. Donc, on le sait, hein, au niveau de la couche 4, on en a parlé la semaine dernière, au niveau de la couche 4, eh bien, nous avons les terminaisons des axones des cellules en panier, qui sont la parvalbumine, qui entourent le somat des cellules pyramidales. Hein. Donc, vous voyez ici, je vous l'ai dessiné gentiment. Voilà, ma souris GAD-GFP, elle a donc tous les neurones GABAergiques qui sont en vert. Hein. Et puis, je peux aussi faire mes neurones parvalbumine, qui sont en rouge, qui sont donc mes cellules basket cells qui m'intéressent tout particulièrement pour la maturation de l'inhibition à ce niveau-là. Et donc, il y a des cellules qui ont à la fois le vert et le rouge, c'est-à-dire que toutes les cellules parvalbumine étant GABAergiques, elles expriment aussi le vert, mais j'ai aussi, c'est comme celle-là, mais j'ai aussi des terminaisons qui sont seulement vertes, c'est-à-dire j'ai d'autres neurones que les neurones GABAergiques, que les neurones parvalbumine qui sont GABAergiques. Donc là, ici, ma souris normale, celle-là, elle a son promoteur. Vous voyez que j'ai une très forte innervation GABAergique et j'ai surtout une très forte maturation de mes neurones parvalbumine. Vous voyez qu'ils sont très très rouges. Hein. Et puis, quand je fais un recouvrement, eh bien, en jaune, j'ai les neurones parvalbumine qui sont aussi GABAergiques, et en vert, j'ai les neurones GABAergiques qui ne sont pas parvalbumine. Donc ça, c'est ça, et celui-là, il serait jaune, il serait comme ça. Et vous voyez que dans un système normal, j'ai cette forte maturation. Dans un système où j'ai supprimé la sécrétion activité dépendante du BDNF, mais vous voyez que j'ai toujours des neurones GABAergiques, bien entendu, mais que j'ai une très très faible maturation des neurones parvalbumine, j'ai beaucoup moins de maturation de mes neurones, donc mes neurones maturent beaucoup moins rapidement. Et vous voyez surtout que quand je regarde ce qui reste autour de ma cellule, eh bien, c'est essentiellement un tout petit peu de neurones parvalbumine qu'on voit ici, mais beaucoup de ces neurones GAD-GFP qui ne sont pas des neurones où le niveau de parvalbumine est tellement faible que je ne peux même pas voir ici cette coloration en jaune. Donc ça, c'est la preuve que quand je supprime la sécrétion activité dépendante du BDNF, eh bien, je suis incapable d'accélérer la maturation de mes neurones parvalbumine et en même temps, bien entendu, je diminue les conductances inhibitrices. Je peux aussi regarder ce qui se passe ici. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est, de nouveau, la cellule pyramidale est là, donc c'est ma cellule excitatrice. À l'intérieur, je la revois parce que je mets un marquage avec des neurofilaments. Et autour, j'ai les cellules GABAergiques que vous pouvez voir ici. Donc je peux compter sur les boutons GABAergiques autour de ma cellule. Eh bien, de nouveau, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je fais ici une déprivation sensorielle, je perds un très grand nombre de maturations de mes neurones, c'est normal parce que je n'ai plus de stimulation, donc mes neurones ne maturent plus, mais donc je baisse fondamentalement le nombre de boutons. Mais si je prends mon mutant qui ne fait pas de GABA, eh bien, de BDNF, eh bien, vous voyez que je suis déjà tellement bas au départ qu'il ne se passe plus rien quand je retire le ranvibris. Donc il faut vraiment avoir la neurotrophine pour qu'on ait une forte maturation des systèmes inhibiteurs en réponse à l'activation. Donc vous voyez ici de nouveau comment ça se passe. Je vous redonne un petit schéma. Donc maintenant, j'ai mon neurone pyramidal. Il se trouve que ce sont eux qui synthétisent le BDNF.
le BNF est sécrété, il va entraîner la maturation de la plupart des neurones GABAergiques. Il se trouve que le neurone qui est important sont les neurones par valbumine, parce que je peux voir que je bloque tous les effets de la maturation si je bloque ici un canal calcique de type PQ par une drogue qu'on appelle la gatoxine, qui est spécifique de ces neurones par valbumine. Et puis, rappelez-vous, ici, j'ai les récepteurs alpha 1, qui sont les récepteurs de ces par valbumine, et les récepteurs alpha 1, qui sont les récepteurs donc GABAergiques sur les neurones pyramidaux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le diazépam peut mimer le GABA, enfin peut accélérer, peut augmenter l'activation des récepteurs GABAergiques, y compris dans des conditions où nous avons assez peu de GABA. Ça, ce que j'ai montré dans le mutant GAD65 négatif. Donc, c'est ça, donc, pour l'instant, il faut se souvenir, parce que dans les leçons qui viendront, vous verrez que nous jouerons beaucoup sur l'interaction entre les neurones pyramidaux et les neurones par valbumine pour expliquer la mise en place de ce qu'on appelle les oscillations à ondes gamma qui vont jouer un rôle important dans une partie du cours. Donc, j'en suis ici, je ne sais plus très bien où, comme d'habitude, voilà. Donc, on pourrait passer quelques heures sur le BDNF, car il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur cette structure, sur cette molécule. Peut-être juste dire oui, bon, c'est pas la peine, je vais passer là-dessus. Que beaucoup de travaux ont été faits sur le BDNF, bien entendu, sur cette neurotrophine, qui est une neurotrophine extrêmement importante pour la maturation du système nerveux central, pas uniquement au niveau des cellules par valbumine de la couche 4 du cortex, mais pour plein de systèmes neuronaux dans le cerveau. Mais je reviendrai d'ailleurs peut-être plus tard, quand il sera question des liens entre les périodes critiques et les maladies de l'esprit. Donc probablement dans les 2 derniers cours que je ferai. Et pour l'instant, je vais revenir au système visuel, toujours pris comme exemple du cortex en général, et sur une molécule ETX2 sur laquelle notre laboratoire a longuement travaillé. Et je vais donc, et c'est exceptionnel, vous parler du travail fait dans cette maison, en collaboration avec le groupe de Takao Hench, qui est un collègue de Harvard. Donc je vais en parler aujourd'hui, et j'en parlerai un petit peu, non pas la semaine prochaine, puisqu'on ne va pas avoir cours la semaine prochaine, puisqu'on remet un prix de la Fondation pour la recherche médicale et que l'amphithéâtre n'est pas libre, donc on va sauter une semaine, vous ne m'en voudrez pas. Ça me mettra le temps de repasser vos cours. Je crois qu'il n'y aura pas d'interrogation écrite le 29. Je le jure, voilà. Mais je reparlerai encore de ça parce qu'il se trouve que cette molécule ETX2 joue un rôle extrêmement important dans la maturation des périodes critiques et, je le crois et je l'espère, et on va le tester dans la maturation et de la synchronisation corticale. Donc toujours est-il que ce travail dont je vais vous parler un petit moment se place dans l'hypothèse dont je vous ai souvent parlé du transfert entre cellules de protéines à homédomènes, qui sont donc des facteurs de transcription. Cette hypothèse, elle avait été proposée par le laboratoire sur la base d'expériences de biologie cellulaire, sur lesquelles je ne reviens pas, en vous renvoyant aux publications sur le thème, qui ne sont pas très nombreuses, donc vous pouvez les lire, j'imagine. Mais quand, avec Alain Joliot et quelques autres, Michel Volovitch en particulier, nous avions observé ce transfert de facteurs de transcription entre cellules, tout de suite, ce qu'il nous a fallu, c'est des modèles in vivo pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et on est tombé sur un article, qui est l'article ici de Ariel Ruiz-Yaltaba, qui décrit l'expression d'une protéine à homédomène, donc un facteur de transcription qui se fixe sur l'ADN par son homédomène, OTX2. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que OTX2 est présent à tous les étages, si vous voulez, du système visuel. Il est présent dans l'œil. Alors là, je vois pas très. C'est dommage, je travaille sur la vision et être quasiment aveugle, mais enfin bon, c'est la main de Dieu, j'imagine. Donc, on est puni. Donc voilà, je pense qu'il y a du OTX2 ici dans l'œil. On en voit dans le tectum, qui est le taux optique sur lequel il y a des projections du neurone ganglionnaire.
on envoie dans le thalamus dorsal sur lequel ces neurones ganglionnaires projettent aussi, et on envoie dans le cortex. Je pense que là, oui, non, là c'est le cervelet, voilà, là on envoie dans le cervelet, mais bon, oubliez ça pour un instant, et on envoie ici dans le cortex, voilà, front brain, c'est ici, c'est forebrain, c'est ici, on envoie dans le cortex. On envoie aussi d'ailleurs dans le choroid plexus, c'est une autre affaire sur laquelle je viendrai peut-être à un moment ou à un autre au cours du cours. Mais ce qui nous avait amusé, si vous voulez, c'est qu'on envoyait effectivement à ces trois étages-là pour l'essentiel. Œil, thalamus, cortex. Hein. Vous voyez ici dans le cortex, on voit mieux ici, hein, vous voyez l'expression dans la protéine, ici dans la couche 4. C'est donc OTX2. Et cette idée qu'on voyait dans les trois étages, elle collait bien avec une idée qu'on avait, mais qui n'a jamais été encore démontrée, il faut bien le reconnaître, qu'au fond, la protéine pouvait venir de l'œil, arriver dans le thalamus, activer sa propre transcription et production dans le thalamus, et repasser au cortex, etc. etc. Donc, jouer un peu, si vous voulez, période précoce du développement, le rôle d'une protéine infectieuse, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je passe dans la cellule d'à côté et j'active ma propre transcription. Donc, en fait, oubliez ça, c'est peut-être vrai, mais on n'a jamais pu le démontrer. Mais ça nous a quand même engagé à travailler sur cette protéine. Et en repartant de cette idée, on a étudié l'expression de TXE dans le cortex visuel en relation avec la maturation des neurones par valbumine, parce que Hensch et ses collègues avaient démontré le rôle de ces neurones dans l'ouverture de la période critique. Hein. Rappelez-vous la diapositive ou les deux ou trois diapositives sur lesquelles j'ai commencé ce cours, qui montrent qu'il faut du GABA pour ouvrir la plasticité dans le système visuel. Donc cette maturation progressive du cortex amène à une ouverture, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, de la période critique à P20 chez la souris, puis de sa fermeture à P40 quand les cellules sont quasiment adultes, dans le cortex visuel primaire. Je fais attention parce que la période de maturation des neurones par valbumine n'est pas la même pour toutes les régions du cortex. C'est la base même de ce qu'il faut comprendre pendant ces quelques heures. Donc ici, la parvalbumine est prise comme modèle, si vous voulez, de maturation. Donc c'est plutôt comme marqueur. Donc vous voyez ici, vous avez votre affaire, vous avez P8, P quelque chose, P18, je ne sais pas, là voilà. Donc la maturation de mes neurones commence. Vous voyez ici, si je regarde la parvalbumine à P19, elle est très peu exprimée. À P29, elle est très fortement exprimée. Et à P29, je suis donc au pic de la plasticité. Plus tard, vers P40, je perds la plasticité, c'est-à-dire que j'ouvre à P20 et je perds à P40. Donc vous voyez ici qu'avant la période critique, pré-période critique, j'ai très peu de maturation, et puis à P29, j'ai une très forte maturation. Donc ce qui nous avait amusé avec Takao à l'époque, alors ça se passe dans ces neurones-là, voici, oui, c'est cette parvalbumine-là. Mais ce qui nous avait intéressé avec Takao à l'époque, eh bien, c'est qu'on voyait aussi une maturation parallèle de l'expression de ces facteurs de transcription au TX2, TX2 PV. Et puis chez l'adulte, on voit toujours de l'OTX2. Chez l'adulte, il y a toujours aussi de la parvalbumine, je ne vous montre pas. Et vous voyez que vous avez une colocalisation assez jolie entre les neurones GABAergiques, qui sont marqués ici par GAT67, dans le corps cellulaire, comme vous le savez maintenant, et puis de OTX2, qu'on voit ici avec ces petits points rouges qui sont si mignons. Donc, ouais, donc ça c'était plutôt sympa, et il y avait une colloque complète de TX2 et de parvalbumine. Et il y avait une maturation aussi de l'expression de OTX2 qui était parallèle à la maturation de l'expression de la parvalbumine. Donc il y avait une espèce de ça allait ensemble, quoi. On voyait OTX2 monter et la parvalbumine monter aussi. Donc quand on a vu ça, on a cherché les messagers. Vous savez que pour faire une protéine, il faut un messager. Et donc, quand on a regardé les messagers, on a été plus enquiquinés. Moi, bien, on était très contents au fond, parce que c'est ça qu'on voulait, mais on ne peut le dire à personne. Donc, ce que vous voyez, c'est que si vous regardez le messager pour OTX2, vous voyez absolument rien du tout. Alors que dans d'autres régions du cerveau, par exemple ici dans le thalamus dorsal, vous voyez très bien l'expression du messager.
Et si vous regardez la GFP dans une souris où on a mis la GFP dans le locus OTX2, vous voyez qu'il n'y a absolument pas d'expression de GFP. C'est-à-dire que votre gène dans le cortex, il est complètement inactif. Il n'y a pas de gène qui synthétise le facteur de transcription dans le cortex. Et pourtant, et puis si vous regardez par d'autres techniques, par exemple la RT-PCR, vous voyez absolument pas le messager dans le cortex, ni AP24 ni AP28, alors que dans le supérieur colliculus, c'est-à-dire le tectum, ou dans le... Voilà, vous voyez, il y en a un paquet. Et là aussi, il y en a un paquet dans le LGN. Donc c'est-à-dire que vous voyez la protéine, hein, mais vous ne voyez pas le messager, et c'est vraiment la protéine, parce que si vous fluxez la protéine, le gène, en retirant avec une recombinase, vous retirez OTX2, vous voyez que vous perdez votre protéine dans votre cortex. Donc c'était un cas tout à fait intéressant pour nous, parce qu'on s'intéressait, si vous voulez, au transfert des protéines d'une cellule à l'autre. Donc ça tombait bien, on avait un cas vraiment formidable. Je ne vous dirai pas d'où vient la protéine tout de suite, d'accord? Un cas formidable où on avait la protéine qui arrivait d'ailleurs parce qu'elle n'était pas faite sur place et elle rentrait dans les neurones par valvule. Alors, évidemment, quand on se dit ça c'est sympa, mais ça veut dire qu'au fond, si avant l'ouverture de la période critique, c'est-à-dire avant la plasticité, si j'infuse ma protéine OTX2 dans le cortex, est-ce que je vais ouvrir la plasticité? Est-ce que c'est cette protéine qui est responsable de la maturation des neurones par valbumine et donc de l'ouverture AP20 de la plasticité et de sa fermeture AP40? Alors évidemment, c'est vrai, sinon je ne vous le montrerai pas. Enfin, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, vous savez que j'ai un problème avec la vérité, moi. Mais ce que vous voyez ici, par exemple, du côté non infusé AP18, vous avez très peu de TX2, hein, parce qu'on est trop tôt. Hein. Ici, les neurones par valbumine sont assez peu développés, mais si vous infusez votre protéine OTX2 dans ce cortex, eh bien, vous avez une très forte maturation de parvalbumine. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, qui est vraiment le plus intéressant, c'est que quand vous infusez votre protéine OTX2, elle reconnaît les neurones par valbumine. Elle y va, elle rentre dedans. Voilà. Donc, c'est comme si vous aviez des récepteurs à la surface qui permettent de reconnaître ce facteur de transcription, de le capturer, et ce facteur peut, une fois qu'il est rentré, faire son boulot, qui est au fond, si vous voulez, d'augmenter la maturation de ces neurones. Et on peut regarder plein d'autres marqueurs des neurones par valbumine. Effectivement, OTX2 augmente cette maturation. Donc c'est un truc assez curieux, bien entendu. Ce qui est surtout curieux, ce qui nous a paru tout de suite très très curieux, c'est que OTX2 rentrait dans les neurones par valbumine. Alors, vous savez, bon, bien sûr, c'est... Parce qu'il y a un autre marqueur qui est augmenté quand on met ça, il y a un autre marqueur qui est augmenté, c'est ce qu'on appelle les périneuronal nets. Donc, je vais revenir un moment, vous expliquer ce que c'est que les périneuronal nets dans un instant. Ce sont les périneuronal nets, c'est-à-dire toute une assemblée de sucre qui est à la surface des cellules et qu'on peut reconnaître avec une lectine qui est marquée ici en vert, que j'appelle la WFA. Et vous voyez que vous avez OTX2 au centre, vous avez les sucres à l'extérieur. Or, et vous voyez ici que j'ai OTX2, c'est un animal qui est élevé dans le noir. Et quand l'animal est élevé dans le noir, il ne mature pas son système. Donc, je n'ai pas d'OTX2 dans mes neurones. Et ici, j'infuse OTX2 dans l'animal élevé dans le noir, OTX2 rentre dans les neurones par valbumine et il augmente la synthèse des sucres complexes à la surface. Donc, ça, c'était intéressant parce que ça suggérait que peut-être, après tout, pourquoi pas, ces sucres étaient capables de reconnaître la protéine OTX2. Il y en a un peu qui rentre, je fais du sucre, et ce qui est autour va re-rentrer parce qu'il y a plus en plus de sucre. Et donc, c'est un cercle vicieux ou vertueux, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ça dépend du point de vue dont on se place, comme souvent dans ces cas-là. Mais ça nous avait intéressé. On a pensé au sucre assez rapidement, parce qu'au fond, les facteurs de transcription, ce sont des protéines qui reconnaissent les sucres. L'ADN, c'est du sucre, déoxyribose, c'est même des sucres sulfatés, c'est des sucres phosphorylés avec des phosphates, donc des sucres qui sont chargés négativement. L'ARN, c'est du sucre, ribose. Et donc, on se dit, après tout, peut-être que la protéine elle reconnaît des structures sucrées. Et vous allez voir que c'est le cas. Je ne vais pas vous en parler immédiatement, mais on va en parler dans un instant. Surtout, ce qui était tout à fait étonnant dans ce travail, c'est que si
j'augmente, alors on a fait la manip gain de fonction et perte de fonction. Donc on a fait une manip gain de fonction, la voilà ici. Normalement, je l'ai dit, avant, là je n'ai pas de privation moléculaire, donc mes souris, vous savez, les souris, c'est pas comme les chouettes, c'est pas comme les ours, les souris, elles ont un peu les yeux sur le côté. Donc elles ont une réponse à l'œil contralatéral qui est bien plus forte qu'à l'œil ipsilatéral. D'accord ? C'est-à-dire que quand je suis comme ça, j'ai les deux yeux, mon cortex binoculaire, il reçoit vraiment les afférences des deux yeux. Sur les côtés, j'ai un petit cortex binoculaire et c'est essentiellement contralatéral qui marche. Donc c'est pour ça que dans une souris normale, qui est une souris sympa comme ici, eh bien, ce que vous voyez, c'est que vous avez 80% des cellules du cortex qui vont répondre aux signaux contralatéraux. Et si je ferme un œil à P18, je n'ai pas de plasticité. Je n'ai pas encore maturé mes neurones suffisamment pour qu'ils puissent faire un shift de dimension oculaire. Rappelez-vous les travaux de Hubel et Wiesel dont on a parlé la semaine dernière. Eh bien là, vous voyez que ça répond très peu. Mais à P25, je suis au pic de ma période critique, tchouk, mon œil ipsilatéral commence à gagner. Rappelez-vous, les fibres ont commencé à gagner sur les fibres contralatérales. Et donc, je vais avoir bien plus de réponses de l'œil ipsilatéral. Et ça, c'est une situation tout à fait anormale. Normalement, ce n'est pas du tout comme ça se passe. Mais comme j'ai fermé l'œil, eh bien, l'œil qui reste prend le dessus. Et ce qui est intéressant quand on a infusé au TX2 avant l'ouverture de la période critique, c'est-à-dire qu'on a accéléré la période critique, vous voyez que maintenant à P18, je suis plastique. À P18, j'ai la situation que j'ai normalement à P25. Mais à P25, je ne suis plus plastique. J'ai fermé la période critique. Je l'ai ouvert trop tôt et je l'ai fermé plus tôt. Donc voilà ce qui se passe en fait. Voici, ça c'est le système normal. Et si j'augmente OTX2 avant, j'ouvre et je ferme plus tôt. Donc OTX2 est vraiment nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la période critique. Il est d'autant plus nécessaire que si je retire OTX2 complètement, eh bien, je n'ai plus de shift. Voilà, ici c'est mon shift. Ici, je suis dans un système où j'ai retiré un gène OTX2, je n'ai plus de réponse. Si je retire les deux, c'est encore pire. Ça, si j'en ai retiré un, c'est encore pire. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que si maintenant je viens avec du diazépam pour stimuler mes neurones GABAergiques ici, c'est-à-dire que je mime une maturation des neurones GABAergiques, je rouvre la plasticité même chez mon mutant. Donc j'ai exactement le système que j'avais avec le GAD65 muté, c'est-à-dire que je n'ai plus assez de maturation, donc je n'ai plus d'inhibition, mais si je mime l'inhibition en rajoutant du diazépam, paf, ça repart. Donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la même chose, mais c'est vous voyez, dans le contrôle, j'ai un shift vers l'œil ouvert. Dans l'hétérozygote, je n'ai pas de shift. C'est exactement, ça, c'est la représentation de Hubel et Wiesel à laquelle je vous ai essayé de vous habituer la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus très bien. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ce facteur de transcription qui vient de je ne sais pas où, enfin, je sais bien où, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, sinon vous ne reviendrez pas dans 15 jours. Donc, je vous comprendrai entre nous, mais voilà, c'est quand même plus agréable quand il y a du monde. Donc, est nécessaire et suffisant à la maturation des systèmes inhibiteurs. Donc, gardez ça pour l'instant en mémoire. J'y reviendrai, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. Mais en attendant, je veux vous parler de quelque chose qui est important, qui s'appelle les périneuronal nets. Donc, je laisse donc pour l'instant les questions qui sont ouvertes par ce problème de TX2, d'où ça vient, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que ça reconnaît à la surface des cellules. Et je vais vous parler de cette structure que j'ai appelée les périneuronal nets, que vous voyez ici, parce que c'est une structure qui est extraordinairement intéressante quand on s'intéresse à la physiologie de la maturation de la plasticité corticale. Alors, en 1998, a été écrite une revue en célébration des 100 ans de la découverte par Golgi, le tout premier, puis par deux de ses élèves, qui s'appelaient Verratti et Donaggio, de cette structure qu'on appelle les périneural nets. Vous voyez ici ces jolis petits dessins. On ne l'apprend pas plus avec ça, qui est beaucoup plus contemporain, mais c'est même plus joli là. Et vous voyez que ça a des formes de filets autour des cellules. C'est pour ça qu'on appelle ça des périneuronal nets. Et cette structure donc, est très très ancienne. Elle est connue depuis très très longtemps. C'est l'idée d'une cage qui entoure les neurones,
qui sera en contact avec une cage intérieure et qui laisserait passer les axones. Donc n'oubliez pas que nous sommes dans une période, nous sommes chez Golgi, et que Golgi est réticulariste, c'est-à-dire que Golgi ne pense pas qu'il y a des synapses, Golgi pense que tous les neurones forment une sorte de syncytium, et donc pour lui, ça a à voir avec sa vision réticulariste du système nerveux, ce en quoi il s'oppose, comme vous le savez, à Ramón y Caral, lequel Ramón y Caral décide que les PNN sont des artefacts dus à la coagulation de fluides péricellulaires. Et comme Caral n'était pas quelqu'un qui n'avait pas d'influence, on a oublié les PNN pendant un certain temps. Malgré pas mal de travaux d'ailleurs, dont ceux de quelqu'un qui s'appelle Belloni, qui associait les PNN à des questions de dégénérescence. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus, mais finalement assez peu, jusque dans les années 60. Donc on a oublié ça pendant environ 60 ans, en gros, quoi. Et le développement de nouvelles techniques d'histochimie, que c'est grâce à ces nouvelles techniques que les PNN refont surface. Et à cette époque, il devient assez clair, si vous voulez, que les périneuronales nettes sont composées de molécules chargées négativement, en particulier de ce qu'on appelait les mucopolysaccharides dans le temps, et qu'aujourd'hui on appelle les glycosaminoglycanes, ou GAG, j'appelle ça les GAG. Donc quand je dis GAG, ça veut dire glycosaminoglycanes, anciennement mucopolysaccharides. Mais enfin, encore pendant assez longtemps, si vous voulez, on va associer cette structure à la barrière hématoméningée, et c'était une affaire compliquée parce que les techniques de microscopie électronique en fait, ne conservaient que très mal les structures intercellulaires. Donc, et ça, ce sont des structures de l'espace intercellulaire au niveau du système nerveux central. Alors, depuis, vous le savez, l'idée d'une matrice extracellulaire s'est énormément imposée, et les différents éléments des périneuronales nettes ont été caractérisés, même si nous sommes bien loin de les connaître tous. Voilà. Ici, vous pouvez voir que vous avez, enfin moi je ne vois pas grand-chose, mais vous peut-être voyez mieux que moi, et je ne connais pas tout ça par cœur, mais les structures qui les forment sont importantes. En particulier, il y a des choses qui sont intéressantes ici, ce qu'on appelle la ténacine R en mauve. Ces petits peignes rouges ici, ce sont les glycosaminoglycanes qui sont sur des protéoglycans, des protéines qui les portent. Et puis, vous avez des molécules ça c'est du hyaluroniane, je crois, je ne vois pas d'ici, et tout ça est ancré à la membrane par un certain nombre de protéines. Ça c'est du hyaluroniane qu'on voit ici. Et il y a une protéine que je cherche, c'est la protéine Link, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, c'est ça. Qui sont des protéines qui sont importantes parce que, comme leur nom l'indique, elles lient les protéoglycans aux molécules de hyaluronane, qui est aussi des sucres. Donc, tout ça est un système assez compliqué dans lequel tous les éléments ne sont pas synthétisés par le neurone. Certains de ces éléments sont synthétisés par les astrocytes qui sont autour, en particulier ces grands trucs mauves là, qui sont de la ténacine, c'est une molécule de la matrice cellulaire, sont d'origine probablement astrocytaire. Donc ce n'est pas uniquement que la cellule en maturant va aller synthétiser entièrement tous les éléments du PNN, c'est qu'il y a aussi synthèse d'éléments et assemblage des nets autour des neurones. Et ces nets ont évidemment des fonctions intéressantes, sinon je ne vous en parlerai pas, même si jusque-là, personne ne savait très bien à quoi ça servait. Donc c'est quoi On va revenir là pour l'instant, si vous voulez bien. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que même si on ne connaît pas tous les éléments qui composent ces périneuronales nettes, il est clair qu'ils ne sont pas identiques entre les différents types cellulaires, ils sont très différents même. Ils ne sont pas identiques au cours du temps, ce ne sont pas des trucs figés, ce sont des structures qui sont des structures extrêmement dynamiques. Il existe donc une diversité cellulaire qui sert des fonctions spécifiques. Diversité cellulaire, je veux dire, en fonction des cellules, une diversité des périneuronales nettes qui servent des fonctions extraordinairement spécifiques. Donc la question ouverte est celle des cellules qui synthétisent les différents éléments, je viens d'en parler, car même si les PNN sont périneuronaux, comme leur nom l'indique, leur maturation, elle est tardive. Il existe de nombreuses données suggérant que les astrocytes
je viens de vous en parler également, participent à la synthèse de certains de ces éléments qui sont ensuite incorporés à la surface des neurones. Donc là, on a encore une relation neurone-astrocyte dont j'ai souvent parlé. Je ne parle pas des macrophages ce coup-ci, mais peut-être dans un instant d'ailleurs. Donc parmi les fonctions supposées des périneuronales nettes, on peut citer la stabilisation des synapses, la cohésion du tissu nerveux, la concentration de certains facteurs autour des neurones et la mise en place d'un micro-environnement anionique dont le rôle serait de tamponner les cations. Ça, moi, je ne crois pas du tout à ce genre de truc, mais ce n'est pas grave. Et la formation d'un lien avec le cytosquelette interne. Bref, on ne sait rien du tout, en fait, même s'il est clair que les sucres complexes, les GAG, qui sont incorporés assez nets, participent à la reconnaissance des facteurs de croissance. Et ça, je pense que c'est une des fonctions essentielles, c'est d'avoir assemblé à la surface des molécules qui participent à la reconnaissance des facteurs de croissance, en particulier d'ailleurs du BDNF, mais aussi des FGF et aussi de OTX2, etc. Donc je vais revenir sur les PNN à propos d'OTX2 et un peu plus tard, et du mécanisme qui préside à la reconnaissance de ce facteur de transcription extracellulaire, donc, qui est maintenant une molécule de signalisation, par les neurones par albumine. Je ne vais pas vous dévoiler encore la provenance de la protéine, même si c'est un fait acquis, que OTX2, injecté dans l'œil, est capable de faire un très long voyage, parce que vous voyez, ici, vous l'injectez dans l'œil, il peut se balader tout le long de l'axone rétinien, il va jusqu'au thalamus, il passe une ou deux synapses dans le thalamus, il arrive jusqu'au cortex, et il termine dans les neurones par albumine. Voilà ici mon OTX2 injecté ici. Vous voyez que voici mes neurones par albumine, et vous retrouvez, puisque c'est orange, vous retrouvez OTX2 dans les neurones par albumine. Ça veut dire que cette protéine, ce facteur de transcription, est parfaitement capable de passer de l'œil aux neurones par albumine. Il peut le faire. Il peut le faire. Est-ce qu'il le fait? J'en sais rien. Même si certains commentateurs de nos travaux pensent que c'est le cas. Ils le savent mieux que moi probablement, mais j'en suis pas absolument convaincu. Je ne pense pas que ce soit la source essentielle du facteur au niveau des neurones par albumine. Mais c'est important qu'il puisse le faire pour des raisons qu'on discutera un petit peu plus tard. Donc je reviens maintenant à mes histoires de GAG, qui sont très intéressants. L'œil peut être une source de TX2, je reviens là-dessus. Est-ce la seule, est-ce la principale? Je reviendrai sur la question plus tard. Sur celle aussi de la reconnaissance de TX2 par les neurones par albumine et le rôle que les PNN et les sucres complexes, surtout qui sont inclus dans les PNN, jouent dans cette reconnaissance. Je voudrais passer dans un petit moment sur cette question des sucres, parce que c'est quelque chose qui est assez ignoré de la plupart des gens qui travaillent ou qui lisent de la biologie. Qu'est-ce que c'est que ces sucres? Donc, ces sucres complexes, ou glycosaminoglycanes, les GAG, sont donc des polysaccharides sulfatés qui sont impliqués dans une très très grande variété de processus physiologiques et pathologiques. Et il est aujourd'hui de plus en plus évident pour énormément de chercheurs que ces GAG sont des molécules riches en information et que la sulfatation de ces GAG, ils ont des sulfates, que la sulfatation fait partie de ce code, au fond, comme il y a un code pour l'ADN, comme il y a un code pour les protéines, les acides aminés qui font les protéines, comme il y a un code ATGC, etc. pour l'ADN, il y a aussi un code de sucre, c'est-à-dire que ces chaînes sucrées sont d'une information, d'une richesse d'information qui est absolument exceptionnelle, probablement plus que les protéines et plus que l'ADN. Non, c'est extrêmement compliqué de travailler sur ces trucs-là parce qu'il faut des bons chimistes. Et les chimistes des sucres, ça ne court pas les rues. C'est vraiment un travail extraordinairement compliqué. Alors faire des protéines ou des peptides, c'est quand même bête. Faire de l'ADN, c'est vraiment n'importe quel enfant est capable de faire de l'ADN. Avec un kit qu'on vend directement dans n'importe quelle boîte pharmaceutique ou truc. Mais synthétiser un sucre, et en particulier un sucre de ce type, c'est quelque chose d'horriblement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus, en dépit de la reconnaissance que ces sucres ont une fonction biologique extraordinairement importante, et je vais vous illustrer dans les instants qui viennent. Donc, il y a les sulfatations, on va y revenir, mais déjà en amont du patron de sulfatation, c'est-à-dire l'addition des sulfates sur certains résidus des cycles saccaridiques, et il y a aussi la diversité des GAG, parce que ces GAG sont organisés en disaccharides, sont des chaînes de disaccharides, il peut y en avoir jusqu'à 5, 50, 100, 150, c'est énorme, ça peut faire des chaînes extraordinairement longues de sucre, eh bien, sont des chaînes linéaires,
hein, comme les protéines, comme les acides nucléiques, ce sont des chaînes linéaires. Et là, vous voyez, par exemple, vous avez 4 familles de sucres. Vous avez les caratane sulfate, chondroïtine sulfate, dermatène sulfate et héparane sulfate. Hein. Donc, auquel il faut ajouter l'héparine, hein, qui est un héparane sulfate qui est hypersulfaté, et l'acide hyaluronique, le hyaluronate dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui est totalement dépourvu de parties protéiques, qui est dépourvu de sulfate complètement, zéro sulfate sur celui-là. Donc ces chaînes diffèrent par les sucres qui les composent, hein, donc ce n'est pas les mêmes sucres, ouais, galactose, glucosamine, hexuronique acide, galactosamine, hexuronique acide, galactosamine, mais il est fait un petit peu différemment. Hexuronique acide, glucosamine aussi, glucosamine dans ce cas-là, enfin c'est des bestioles qui sont un tout petit peu différentes. Et en dehors de ça, il y a aussi les liens entre les sucres, hein, c'est-à-dire que ces sucres peuvent être portés par des protéines, aussi par des lipides, hein, souvent, mais aussi les liens, par exemple, vous n'êtes pas forcé de lier ce carbone-là à ce carbone-là, vous pouvez lier ce carbone-là à ce carbone-là, ça c'est une chose différente. Et puis les sulfates ne sont pas forcément toujours sur le même résidu. Là, vous avez un sulfate sur le carbone 6, là, je pense que sur le carbone 4, je ne vois pas grand-chose. Hein. Donc vous avez 2, 4 ou 2, 6, vous avez un sucre disulfaté, et puis vous pouvez avoir une liaison 1, 4 ou 1, 3. Donc vous avez, en plus de la diversité des types de sucres, vous avez aussi la diversité de l'endroit où vous mettez les sulfates et la diversité là où vous mettez vos liaisons entre vos sucres, ce qui fait que, peut-être en bêta-1,3 ou en bêta-1,4, donc ce sont des cycles à 5 carbones et 1 oxygène, hein, comme vous voyez là. Donc tout ça prouve qu'on peut avoir, par exemple, la sulfatation peut se produire sur 3 hydroxyles libres, hein, et un simple tétrasaccharide, si je prends juste 2 fois 2, un tétrasaccharide, pour un chondroïtine sulfate, peut produire 256 molécules différentes, 256 patterns de sulfatation différents, d'accord ? Pour un héparane sulfate, ça peut alimenter jusqu'à 2000 patterns de sulfatation différentes. Hein. Donc on ne sait pas si toutes les structures possibles existent, donc peut-être que toutes n'existent pas in vivo, mais de nouveau j'insiste, le contenu en information d'une chaîne GAG n'est pas inférieur à celle d'une chaîne peptidique, hein, lui-même à mon avis nettement supérieur. Donc les longueurs sont variées, ça peut varier entre 10 et 100 disaccharides, avec des domaines de basse et haute sulfatation, c'est-à-dire que pour des domaines où vous avez très peu de sulfatation, puis des domaines où vous avez des hotspots de sulfatation. Et ces GAG adoptent des structures hélicoïdales, hein, que vous pouvez voir ici, qui peuvent varier, hein, en fonction de l'environnement, en fonction de la présence de contre-ions. Donc, et puis, on peut avoir aussi, alors là, c'est autre chose, seulement pour les héparanes sulfates, des conformations qu'on appelle chaises ou bateaux. Enfin, ça, je vous rappelle, le renvoie au cours de chimie. Le message à garder, c'est que les sucres complexes sont des molécules complexes. C'est simple. Hein. On ne peut pas dire que je fais des cours compliqués. Complexe, ça veut dire qu'ils ont une très grande richesse en informations. Hein. Donc n'oubliez pas, quand vous dites c'est du sucre, ben non, du sucre, c'est important, les sucres. Et il y a là une source extraordinairement riche, probablement, de nouvelles molécules pharmacologiques, pour peu que, évidemment, on récupère des chimistes qui continuent à former des chimistes qui puissent travailler sur ces affaires. Donc cette structure fine des glycosamélicanes est très importante pour leur fonction in vivo. Hein. Le fait, comme je l'ai dit, les patterns de sulfatation sont très régulés in vivo. Il y a des sulfotransférases spécifiques. Hein. C'est pas, par exemple, la C4 sulfotransférase ou la C6 sulfotransférase. Il y a des sulfotransférases qui sont extrêmement spécifiques et des formes différemment sulfatées sont associées à différents tissus. Hein. Par exemple, on trouve des CS contre une sulfate aux sulfatations extrêmement différentes dans différentes régions du cerveau ou le long des trajets axonaux. Et ici, évidemment, ce sont plus les chondroïtines sulfates qui m'intéressent parce que vous allez voir, ça a un lien avec OTX2. Mais ce sont quand même les héparanes sulfates qui ont donné, qui ont donné le lieu à plus d'études, en particulier à des interactions avec des facteurs de croissance. Hein. Donc le cas le plus classique, c'est le cas du FGF, hein, facteur de croissance fibroblastique, FGF, il y a beaucoup de FGF. Et je vais juste vous montrer très rapidement comment ça fonctionne, mais il y a d'autres facteurs que le FGF qui se lient au GAG, en particulier les BMP, on en a parlé pendant des années, les Wnt, les homéoprotéines, etc.
Donc, voilà quoi. Bon. Donc, juste pour les FGF, pour vous raconter un petit peu comment ça se passe, les FGF, il y en a 23 dans la famille des FGF, il y a 23 membres. Ils sont capables de transduire un signal via un récepteur tyrosine kinase, c'est-à-dire que quand ils se fixent sur ce récepteur, le récepteur se dimérise, il y a une phosphorylation des tyrosines sur le domaine cytoplasmique qui va aller recruter des protéines ensuite du genre qui font des problèmes de lien avec d'autres protéines qui donc transduisent le signal à l'intérieur de la cellule. Là, vous avez deux modèles, juste regarder un parce que les gens ne sont pas entièrement décidés là-dessus, mais vous voyez que vous trouvez parane sulfate qui est là, en mauve, vous avez une forme non réduite, une forme réduite ici, justement la couleur du mauve, votre parane sulfate complexe le FGF, il amène le FGF au niveau du récepteur tyrosine kinase, provoquant sa dimérisation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une liaison très spécifique du FGF à votre parane sulfate, vous n'êtes pas capable d'avoir une affinité suffisante du FGF pour le récepteur tyrosine kinase pour faire un signal. Donc ce n'est pas une molécule juste comme ça pour faire joujou ou pour faire joli, c'est une molécule qui est absolument indispensable pour avoir la transduction du signal. C'est aussi des protéines qui permettent le transport. Vous voyez le sucre ici, la protéine FGF sort, se lie au sucre, et le sucre peut aller maintenant protéger le facteur et l'amener au contact du récepteur tyrosine kinase pour qu'on ait une transduction du signal. Donc ça, ce sont des choses qu'on oublie souvent, mais qui sont importantes et qui jouent pour pratiquement l'essentiel des molécules de transduction du signal dans un organisme. Donc, et la sulfatation spécifique de l'éparane sulfate est cruciale parce que les interactions avec le FGF impliquent les sulfates et des résidus polaires chargés spécifiques du FGF. Ce n'est pas une interaction qui se fait n'importe comment. Vous pouvez cristalliser votre éparane sulfate avec le FGF, vous allez voir que vous avez des interactions qui sont extrêmement précises. Donc l'idée principale, c'est que le GAG adéquat, pas n'importe quel GAG, reconnaît le facteur ou le morphogène et le présente dans la bonne conformation à son récepteur de haute affinité. Donc le coût du transport, c'est quelque chose de relativement simple, encore que c'est extrêmement important de transporter les facteurs, parce que la plupart de ces facteurs de croissance ou ces morphogènes sont des molécules qui sont extrêmement chargées, en particulier qui sont chargées positivement, qui sont extrêmement basiques, et que dans un organisme, s'ils n'étaient pas protégés ou neutralisés par les sucres, eh bien, ils seraient immédiatement trappés par les charges négatives qui existent à la surface de toutes les cellules. Donc en fait, pour même qu'on ait le moindre diffusion d'un de ces facteurs, il faut qu'il soit protégé par un glycosaminoglycane. Donc ce n'est pas de la rigolade, le glycosaminoglycane. Hein. Pensez-y maintenant. Vous en avez plein. Enfin, j'espère. Donc avant de revenir au texte, je vais vous montrer un tout petit peu, vous illustrer un petit peu la diversité de ces questions. On a ici une rétine, hein, et c'est quelques images qui montrent à quel point la diversité des gags, et pour chaque gag, celle de leur isoforme, permet de mettre en place un code. Un code, c'est un vrai code, dont la subtilité n'a rien à envier à celle des acides nucléiques ou des protéines, je le répète. Voilà, ici, dans cet article, on doit à Clark et collègues, et s'intéresse à l'impression des gags dans la rétine. Hein, et donc, l'image parle d'elle-même. Hein. Vous voyez ici, par exemple, j'espère qu'on le voit. Donc, ici, vous avez une rétine, les neurones ganglionnaires, les cellules bipolaires et puis les photorécepteurs. En gros, c'est une rétine un peu simplifiée. Ken Moya va m'en vouloir, mais c'est pas grave. S'il m'en veut que pour ça, c'est gentil de sa part. Donc voilà ici l'héparine sulfate, hein, qui est marquée avec un anticorps contre l'héparine sulfate. Vous voyez ici à quel point toutes ces structures sont marquées par l'anticorps anti-héparine sulfate. Donc vous avez plein d'héparine sulfate. Si vous traitez l'héparinase, il ne reste plus rien, donc c'est bien les héparines sulfates. Vous en avez aussi dans le plexus choroïde, vous en avez ici dans la RPE, qui était l'épithélium pigmentaire qui est à la base de la rétine. Ici, vous avez les neurones ganglionnaires, c'est à l'envers, hein, excusez-moi. Ici, vous avez différents anticorps qui reconnaissent différentes formes sulfatées, du même héparine sulfate, mais pas sulfatées forcément au même endroit. Et vous voyez que les différents anticorps ne reconnaissent pas les mêmes structures. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que c'est toujours un héparine sulfate, mais il n'a pas les sulfates au même endroit. Et vous voyez que chaque cellule va mettre les sulfates à un endroit différent de l'héparine sulfate. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du code. Hein. Et puis ici, c'est plus grand, donc c'est plus joli. Enfin bon, c'est les gens qui le disent, hein, moi, pas mon avis, mais
Donc vous voyez encore ici la spécificité de marquage par ces sucres. Là, c'est une autre chose, vous avez le dermatane sulfate, vous avez le caratane sulfate. Ici, vous avez les chondratène sulfate, 3 anticorps spécifiques, qui reconnaissent juste les chondrosulfates non sulfatés, un qui est sulfaté en 4 et un qui est sulfaté en 6. Vous êtes toujours dans la rétine, maintenant vous la reconnaissez par cœur, et vous voyez que vous avez des marquages qui sont extraordinairement différents les uns des autres. Donc, toutes ces cellules expriment à la surface quelque chose qui est de l'ordre d'un site de reconnaissance, d'un marqueur de position, quelque chose d'extraordinairement, de position ou de singularité, hein, qui marque quelque chose de particulier. Et évidemment, ça a une fonction. Hein, comme disait mon maître François Chabeville, tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. Et je pense que c'est assez juste. Donc, pensez au junk DNA et autres bêtises. Hein. Donc, nous voilà ici avec nos chondroïtine sulfate. Hein, voilà, ça c'est une. Là c'est gros. Là, même moi, j'arrive à voir ce qui se passe. Hein. Donc, c'est je reviens ici à mes périneurones nets et maintenant vous comprenez pourquoi tout ça est extrêmement important parce que vous avez ici les lignes protéines qui font le lien entre le hyaluronate, dont vous êtes maintenant des spécialistes, et ici un agricane qui est une glycoprotéine particulière avec ici des chondroïtine sulfate en rouge. Hein. Ici vous avez d'autres types de protéoglycanes, hein, ce qu'on appelle le versicane ou le brevicane. Et puis, à la surface, ici, vous avez des récepteurs à l'acide hyaluronique, c'est-à-dire que la cellule va faire des récepteurs qui viennent de l'acide hyaluronique. Et donc, vous avez toute cette masse ici qui est autour de mon neurone, ici de mon neurone par albumine. Et donc, vous voyez que tous ces trucs-là, c'est l'expression d'un code à la surface de la cellule qui est un code de reconnaissance. Ce n'est pas n'importe quoi les PNN, ce n'est pas juste un truc qui est là pour faire joli. C'est un truc qui est là pour recueillir des protéines qui sont des protéines extrêmement importantes et qui se baladent dans le système nerveux. Et donc, bon, c'est sympa, quoi. Je veux dire, je vais maintenant vous donner un exemple de pourquoi c'est extrêmement important. En tout cas, celle-là, maintenant, gardez-la dans l'œil, hein, soyez gentils, parce que c'est sûrement une structure sur laquelle je reviendrai dans les années qui viennent. Peut-être qu'un jour, je ferai un cours uniquement pour les oubliés, les lipides et les sucres. Hein. Le sucré et le gras, qui sont finalement assez sympathiques à tous les niveaux, y compris culinaire, mais aussi pour le système nerveux et pour tout le corps. Hein. Les cartilages, tout ça c'est du sucre, c'est du gras, quoi. Bah oui. Donc, c'est pas grave, ça passera. Donc, maintenant, je vais revenir au TX2, mais pas à travers des travaux du laboratoire, après un travail d'un laboratoire de collègues japonais. Des collègues japonais qui nous rappellent maintenant ce que vous savez bien, hein, que les chondroïtine sulfates sont des répétitions de dimères d'acide glucuronique et de acétylgalactosamine, GalNAc, c'est vrai de soi, sulfatés en C6 ou en C4, maintenant vous savez ça par cœur aussi, hein, C6, C4, GalNAc. Bon, ça roule. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il y a un code sucre, ça doit servir à quelque chose. Ce code sucre dépend des sulfatations. Hein, c'est important d'avoir le sulfate au bon endroit. Eh bien, ces collègues, qui sont aussi des compétiteurs, mais ça on ne le savait pas, on l'a su qu'après, ont généré une souris transgénique dans laquelle ils ont surexprimé sous un promoteur d'actine, bêta-actine, la C6-sulfotransférase humaine. Et ils l'ont introduite dans cette fichue souris qui a eu des sulfates partout. Vous allez voir, donc dans un premier temps, c'est leur manip, hein, la C6-sulfotransférase, voilà, elle est surexprimée. Donc ils ont fait des sulfatations très importantes dans leur chondroïtine sulfate. Et ils ont regardé l'expression de ces sucres complexes. Donc, dans un animal normal, hein, vous voyez que vous avez jusqu'à P14 pas mal de sulfatation en 6. Je vous disais, c'est dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que ça change au cours du temps. Hein.
Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'au départ, vous avez pas mal de sulfatation en 6, et puis ça se baisse, ça perd, et vers l'âge adulte, vous n'avez plus ces sulfatations en C6. D'accord ? Et si vous regardez le transgénique, comme il en surexprime comme une bête parce qu'ils en ont mis plein dans la souris, eh bien, vous voyez que ça baisse, mais ça baisse moins, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus à ce niveau-là. Maintenant, si je regarde la sulfatation en 4, je monte normalement, et vous voyez que ça veut dire qu'au cours du développement normal, si je regarde le rapport 4 sur 6, dans un animal normal, le rapport 4 sur 6 augmente, c'est-à-dire au cours du temps, j'ai beaucoup plus de sulfatation en 4 et beaucoup moins en 6, mais dans mon transgénique, ça ne marche pas. Hein, ça ne bouge plus, c'est-à-dire que j'ai quasiment autant de 6 que de 4. Donc je change le code. D'accord ? Quand je change les sulfatations, je change le code. J'espère que vous me suivez. Le total des sulfates ne change pas. J'ai toujours autant de sulfatation chez tout le monde. Et je peux regarder ça dans mon cerveau, voilà, mes fameuses 6 couches corticales. Enfin là, ils ont 1, 2, 3, ils ont fait une erreur, on aurait dû leur refuser ce papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et pas 6, 5, 4. Vous voyez comment les reviewers font vraiment attention à rien. Donc voilà, non mais c'est un scandale. Non. Je n'avais même pas vu moi non plus. Donc vous voyez que dans votre souris wild type, vous perdez dans vos couches 4 et 5, vous perdez pas mal de sulfatation, mais dans votre souris transgénique, vous continuez à être hyper sulfaté en C6 dans ces régions-là, qui sont des régions où vous avez vos interneurones par valbumine. Hein, vous avez les périneuronales nets. Hein. Résultat des courses, je regarde maintenant la plasticité corticale de mes bestioles. Donc, oui, il y a des changements extrêmement forts. Hein. Voilà ici un animal normal, hein, entre P24 et P26. Si je lui ferme un œil, 3 jours de déprivation moléculaire, eh bien, je shift le rapport contralatéral-ipsilatéral. Comme dans toutes les souris normales qui ont les yeux un peu sur les côtés, qui ne sont pas des hiboux, j'ai un avantage sur le contralatéral. Mais si je ferme le contralatéral, eh bien, je vois que l'ipsilatéral gagne, donc mon rapport contraste sur ipsi descend vers 1. D'accord ? Donc ça, c'est comme si l'ipsilatéral a gagné sur le contralatéral. J'ai eu de la plasticité. Hein. Donc là, j'ai de la plasticité. 3 jours de déprivation moléculaire, 6 jours, c'est ça. Chez le transgénique, ça marche bien. Vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte, Prochian ? C'est exactement pareil. Oui, c'est pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. L'acuité visuelle, c'est pareil aussi dans un système normal, mais maintenant je vais chez l'adulte. Chez l'adulte, quand je fais 3 jours de déprivation moléculaire, il ne se passe rien. Chez l'adulte, je n'ai plus de plasticité. Bon, si je ferme un peu plus, j'ai un petit peu plus de plasticité. Mais chez le transgénique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis toujours plastique. C'est-à-dire que chez mon animal qui fait plus de C6, de sulfatation en C6, sur le chondroïtine sulfate, eh bien, je n'ai pas fermé la période de plasticité à P40. Je l'ai bien ouverte à P20, mais je ne l'ai pas fermée à P40. D'accord ? Et ça, je peux le voir aussi dans les... ça, c'est ce qu'on appelle les réponses évoquées à la vision, c'est-à-dire qu'on mesure électrophysiologiquement ce qui se passe dans le cortex visuel quand on stimule l'œil. Vous voyez que au cours de la période critique, bon, tout va bien, hein, je n'ai pas de problème, mais je perds de l'acuité visuelle, c'est l'œil déprimé, et j'augmente l'acuité visuelle sur l'autre œil. Et ce qui se passe chez un adulte, quand je fais ça, je vais augmenter, au bout de 3 jours, il ne se passe rien au bout de 3 jours, et au bout de 6 jours, l'acuité visuelle de l'œil contralatéral reste ouverte, mais l'œil ipsilatéral augmente son acuité. Donc, mais je ne bouge pas à ce niveau-là, contrairement à ce qui se passe au niveau pendant le développement. Et chez le transgénique, vous voyez ce qui se passe, eh bien, cet œil-là, hein, qui normalement ne bouge pas chez l'adulte, c'est-à-dire l'œil contralatéral, même s'il est privé, ne bouge pas chez l'adulte, vous voyez qu'il va perdre de l'acuité visuelle pendant que l'autre augmente. Donc, de nouveau, j'ai gardé de la plasticité chez l'adulte pour cet œil que j'ai fermé. Donc, tant au niveau de l'acuité visuelle que de la balance ipsi-contra, dans mon animal
qui est mal sucré, ou qui est trop sucré, eh bien, j'ai ouvert la plasticité, mais je ne l'ai pas fermée. Donc, évidemment, bon, c'est pas mal, il faut reconnaître. C'est un peu énervant, mais... Alors, les PNN, on peut les regarder. On peut les regarder avec une lectine fluorescente, dont je vous ai parlé, WFA, Wisteria floribunda, maintenant je peux vous le dire. Les lectines, ce sont des protéines végétales qui reconnaissent les sucres complexes, et cette diapositive, elle vous donne la réponse de ce qui se passe. Hein. Donc, il faut que je suive tranquillement. Voilà ici ma lectine. Elle reconnaît mes neurones par valbumine. Elle est autour des neurones par valbumine. C'est les PNN, c'est les périneuronales nettes. Hein. Et vous voyez que dans ce système, eh bien, la plupart de mes neurones par valbumine, ils sont entourés par des périneuronales nettes. Donc ça, c'est ce qu'on disait toujours. J'ai les PNN qui entourent les neurones par valbumine GABAergiques inhibiteurs. Hein. Alors, je prends un mutant. Vous voyez que déjà, on voit bien que j'ai moins de lectine qui se fixe. Hein, j'ai un problème avec mes PNN. Et surtout, j'ai un gros problème, c'est que j'ai beaucoup plus de neurones par valbumine qui ne sont pas entourés par les sucres. Donc en fait, je ne fais pas assez de PNN dans mon système. Hein. Et ça, je peux le regarder d'une autre façon, je peux le quantifier. Hein. Donc à P28, tout se passe bien. Là, c'est et chez l'adulte, quand je regarde le WFA, j'ai une perte, mais quand je regarde maintenant ce qui se passe à P28 et chez l'adulte, de nouveau, vous voyez que quand j'ai un mutant, eh bien, je ne sais plus, là je me trompe, à tous les coups je me trompe, oui. Là c'est l'animal normal, donc P28 adulte, est-ce que c'est le normal? Je ne sais plus très bien, quel est le sauvage et quel est le normal. Oui, ça doit être le normal, et ça doit être le normal, ça doit être le muté. Où je ne mature pas, je n'ai pas une colloque parfaite de mes PEV et de mes PNN. Donc, en gros, si vous voulez, c'est le problème, c'est-à-dire que je n'ai pas de formation de périneuronales nettes qui sont à peu près correctes. C'est l'heure à laquelle je fatigue, c'est normal, il est 18h20. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Mais surtout, ce qui nous a énervés dans le laboratoire, ce qui nous a énervé, c'est qu'ils ont regardé OTX2. Hein. Et quand ils ont regardé OTX2, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins d'OTX2 autour des neurones par valbumine quand ils avaient perdu les sucres en C6. C'est-à-dire que ce qu'ils suggèrent, ce qu'ils démontrent d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, ils démontrent qu'au fond, chez l'adulte, le niveau d'OTX2 à P28 dans les cellules PV est fortement réduit chez le mutant. Hein. Et chez l'adulte comme à P28, hein, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup moins d'OTX2 chez le mutant. Voilà ici, voilà le mutant, et voici ici le sauvage. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça veut dire que ce sulfate en 6 fait partie... Ouais, c'est pas sympa d'avoir fait ça, mais fait partie du site de reconnaissance d'OTX2 dans le cortex. Et cette figure suggère hein, que le mutant, que OTX2 ne s'accumule pas hein, dans les neurones par valbumine. Si vous regardez ici vos sucres, vous voyez que vous avez maintenant OTX2 qui est là en vert, hein, eh bien, il n'est pas colocalisé avec les PNN. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans les PNN pour attirer OTX2. Alors, leur image, elle est vraiment bizarre, hein, pour rien vous cacher. Là, c'était la consolation. Ils ont OTX2 là qui est en vert. Il n'est absolument pas nucléaire, vous voyez ici. Il est quand même dans la cellule, hein, parce qu'on voit bien que les PNA sont autour en rouge. Ça, c'est un marqueur nucléaire. C'est très différent de ce que nous, on voit, mais il reste que leur démonstration me paraît relativement claire, c'est-à-dire que cette sulfatation en 6 est importante pour attirer OTX2 au niveau des neurones par valbumine. Donc je passe sur la suite de cet article et je saute à la discussion. Eh bien, dans un encadré quelque part, je ne vais pas vous le faire lire parce que c'est trop ennuyeux, mais je vais vous le résumer. Hein. Dans le premier encadré, il rappelle la théorie classique, hein, sur laquelle les chondroïtines sulfate protoglycanes, certaines protéines de la myéline aussi, limitent la plasticité
en agissant comme des freins structuraux au remodelage, si vous voulez, des fibres au niveau de la couche 4, en particulier du cortex. Hein. Ce sont des barrières physiques au remodelage des arborisations dendritiques et axonales. Et à cette vue classique, ils opposent une autre vue, qui est probablement beaucoup plus juste, hein, qui est que le patron de sulfatation spécifique des chondroïtines sulfates régule la maturation des parvalbumines. Donc ce pattern spécifique de sulfatation est un élément important de la maturation des neurones parvalbumines via la reconnaissance de facteurs, dont un des facteurs serait OTX2. Et alors ça s'explique du coup que les neurones du mutant, hein, ces 6 machin truc, parce qu'ils manquent à accumuler assez d'OTX2, conservent un état juvénile chez l'adulte, comme on a vu, il reste plastique, il ouvre la plasticité mais il ne la ferme pas, simplement parce qu'il est incapable d'accumuler assez d'OTX2 dans ses neurones pour fermer la plasticité. Et il rappelle évidemment les résultats de nos équipes, de Hensch et la mienne, et la nôtre, en se concentrant sur la démonstration par ces équipes que OTX2 initie la période critique, ce qu'on avait démontré comme vous l'avez vu. Il complète cette observation de façon aimable en disant que OTX2 termine aussi cette période critique de plasticité. Donc ils proposent un modèle à 2 seuils, un pour ouvrir la plasticité et un deuxième pour la fermer, et un modèle qui dépend à ce niveau-là, il ne parle pas de ce niveau-là, à ce niveau-là de la maturation des PNN. C'est-à-dire que si vous ne maturez pas vos PNN, vous ne fermez plus la plasticité, hein, et à ce moment-là, vous restez plastique chez l'adulte, et l'idée, c'est que vous ne fermez pas la plasticité parce que vous n'internalisez pas assez de TX2. Alors je trouve que ce modèle est extrêmement séduisant. Il est d'autant plus séduisant que c'est celui sur lequel nous travaillons, que nous avions proposé, je pense, de façon probablement moins claire. Je crois que leur conclusion est vraiment sympa. Donc leur point de vue est que le premier seuil ne demande pas de chondroïtine sulfate, mais que le deuxième dépend fortement de ces sucres. Donc je pense que c'est un travail qui est intéressant. Ce qui est derrière ça, en filigrane, si vous voulez, ce qui transparaît, est la possibilité de rouvrir la plasticité chez l'adulte en jouant sur les niveaux de TX2 dans les neurones parvalbumines adultes. Hein. Et j'y reviendrai, bien sûr, dans les semaines suivantes, quand nous discuterons des différents moyens de rouvrir la plasticité chez l'adulte. Et tout de suite, j'attire votre attention que la plasticité continuée chez l'adulte, c'est très différent de la plasticité rouverte chez l'adulte. C'est-à-dire que les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les mécanismes développementaux sont très différents de ce qui se passe chez l'adulte, parce qu'il y a de la plasticité chez l'adulte. Vous le verrez cette semaine ou dans 15 jours, parce que je crois que j'avais préparé un petit peu trop de choses. J'espère que c'est moins confus que la semaine dernière. Oui? Non. Peut-être que c'est moi qui suis plus dynamique? Non. Oui. Mais pour vous, c'est toujours aussi confus? Oui. C'est formidable. Ça donne envie d'enseigner. Donc avant de revenir à ça, vous êtes sympa d'être là quand même. Hein. On a tout ça sur Internet maintenant. Donc, je voudrais souligner l'intérêt d'une deuxième conclusion. C'est que les PNN existent ailleurs que dans le cortex visuel et pourraient faciliter l'accumulation de facteurs autres que OTX2. Et eux, ils disent autres que OTX2 parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'OTX2 était partout dans le cortex. Même si on se demande pourquoi. Moi, je reviendrai sur cette histoire. Donc, une autre protéine sur laquelle ils insistent, qui pensent pouvoir se fixer sur les PNN, c'est une protéine qu'ils appellent l'impentraxine. Hein. Et la pentraxine, c'est une molécule intéressante parce qu'elle est sécrétée par les neurones thalamocorticaux, hein, ici en bleu. Elle se fixe à une protéine qu'on appelle C1Q, dont vous avez entendu parler l'année dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient là, qui est une protéine une cérébelline, en fait, qui est proche du complément, et que ces deux petites choses-là, eh bien, ça se fixerait au PNN pour inhiber les récepteurs de type AMPA, qui sont des récepteurs glutamatergiques. Le TC, issu du sécrète du glutamate, et si vous empêchez l'activité de ces récepteurs glutamatergiques, alors vous allez empêcher la libération de GABA parce que vous allez empêcher la dépolarisation de vos neurones parvalbumines. Donc leur idée, eux, c'est que c'est un système qui pourrait réguler l'inhibition dans le cortex
via la fixation des pentraxines et de C1Q au niveau des neurones par valbumine. Donc ça, c'est une idée qui est vraiment, à mon avis, extrêmement intéressante, parce que ça pourrait être un mécanisme général, si vous voulez, de régulation de l'inhibition, mais et là-dessus, il conclut que les PNN et les sucres complexes pourraient être impliqués dans certains désordres psychologiques, comme la schizophrénie. Parce qu'évidemment, c'est un cours sur les maladies psychiatriques, vous n'avez peut-être pas encore rendu compte, mais bah oui, je pourrais vous dire, on a connu le gène de la schizophrénie, vous partiriez content, ce serait simple. Mais justement, je n'ai pas envie de vous faire plaisir, parce que je trouve ça idiot de cloner le gène de la schizophrénie. Donc j'essaie de vous montrer que c'est un problème de physiologie avant d'être un problème génétique, même s'il y a de la génétique derrière la physiologie. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est quelle est la physiologie qu'il y a derrière ces problèmes de maladie mentale. Donc, et quand on parle de physiologie, il faut prendre tous les éléments en compte. Et bien ça, c'est un des éléments à prendre en compte, même si c'est plus compliqué, parce que bon, ce sont des choses compliquées. Si c'était simple, d'abord, ce ne serait pas drôle, et deuxièmement, on aurait déjà résolu le problème. Donc il faut l'attaquer avec toute sa complexité. C'est ce que j'essaye de faire avec vous, et aussi pour moi, pour rien vous cacher, c'est assez égoïste. Donc, il propose ça, et il rappelle à ce propos, évidemment, que le nombre de périneuronal nets diminue très fortement chez les individus schizophrènes, que ça est quelque chose qui est connu. De même que les rapports excitation-inhibition ne sont pas normaux, de même que tout ce système d'ondes gamma n'est pas tout à fait normal, et donc je crois que nous ne sommes pas si loin de la physiologie de la chose, ce qui ne veut pas dire qu'on comprend mieux comment ça marche, mais au moins savoir que ce n'est pas un problème simplet. Donc, avant de m'attaquer à cette hypothèse sur laquelle j'aimerais revenir, eh bien, je vais clore le chapitre de TX2 des sucres complexes. Non, je ne vais pas le clore parce qu'il est 18h27. Je ne peux pas le clore si rapidement parce que ce que je pourrais vous montrer, c'est d'autres travaux qui ont été faits chez nous, mais je vous les montrerai donc dans 15 jours. Ce qui m'obligera à faire comme d'habitude, un petit rappel de 5-10 minutes pour que vous remettre à jour. Et puis, on reprendra à ce moment-là pour vous montrer qu'effectivement, c'est un code sucre qui permet la reconnaissance de TX2 et son entrée. Et puis ensuite, dans les semaines d'après, je vous montrerai comment on peut rouvrir la plasticité. Il y a plein de façons de le faire chez l'adulte. Et quand je dis rouvrir la plasticité, ça voudra dire rouvrir les périodes critiques. Ça ne veut pas dire amplifier la plasticité adulte. Partez avec ça comme message. Il y a de la plasticité chez l'adulte, mais elle est d'une autre nature que la plasticité qui se met en place au cours du développement et qui se ferme à la fin du développement. Ce n'est pas la même chose. Et si on veut vraiment rouvrir la plasticité pour guérir des maladies neurodéveloppementales, comme on peut guérir l'ampliépice chez la souris, ce qui a été fait par Takao Inoue, eh bien, si on veut faire ça, ce n'est pas en prolongeant ou en augmentant une plasticité adulte, c'est en revenant en arrière vers une plasticité de la période critique. Et ça, évidemment, ce n'est pas simple, mais je pense que c'est faisable. Voilà, et je vous souhaite 15 jours de repos.